Depuis 2 ans, trouver un job dans la tech est devenu extrêmement difficile. Entre les progrès de l'IA générative et le contexte économique, le marché des développeurs est très tendu. Pour l'instant, ce sont surtout les juniors qui le subissent. Mais vu les progrès des derniers modèles de code, même les devs seniors commencent à transpirer. Pourtant, au milieu de ce brouillard, il y a un type de profil très particulier qui arrive à tirer son épingle du jeu. Et pas forcément ceux que vous imaginez. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui n'aime pas le code. Quelqu'un qui n'a pas du tout fait d'études d'informatique, mais qui, pourtant, a réussi à décrocher un boulot de développeuse dans une des boîtes les plus sélectives et les plus exigeantes de la tech française. Une boîte en compétition avec Google et Facebook et qui, en temps normal, ne recrute que des ingénieurs issus des meilleures écoles. Dans cet entretien, on décortique tout ce qu'elle a fait pour arriver jusque-là. Et ça pourrait bien vous donner quelques clés pour réussir dans la tech à l'ère de l'IA. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. En Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Alejandra, comment tu vas? Salut Mathieu, ça va super bien, merci. Ouais. Et toi? Trop cool. Bah ouais, écoute, ça va aussi. On est vendredi, donc le vendredi, ça va toujours bien, tu vois. And my body knows. Écoute, bienvenue sur Tronche de Tech. Je suis très content de t'avoir. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier. Ils sont tous un peu particuliers, mais je vais te laisser te présenter parce que j'ai un petit exercice pour toi au début, mais j'en dirai un peu plus après. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en 3 phrases? Oui, alors, je m'appelle Alejandra, je suis vénézuélienne, je suis une développeuse par conviction, une femme opinionated. Ok. Et je suis aussi public speaker. Ok, très cool. On reviendra sur développeuse par conviction. Et un truc que tu n'as pas dit aussi, c'est que on y reviendra, mais tu n'étais pas forcément destiné à être dans la tech au début. En tout cas, c'est pas c'est pas ta trajectoire naturelle, on va dire ça comme ça, si ça a un sens. Et donc on va revenir là-dessus. On va parler de reconversion notamment. Oui. Avant qu'on parle de ton parcours et de comment tu t'es reconverti, ce que tu fais aujourd'hui et les étapes par lesquelles tu es passé, on va commencer par un truc un peu pas inhabituel, mais on commence pas par ça normalement. C'est ton pire souvenir de la tech. Oui, mon pire souvenir de la tech n'a rien à voir avec du code. C'était plutôt une situation qui m'est arrivée au moment d'un déjeuner avec des gens de mon travail. On était tous en train de parler et à un moment, quelqu'un me demande: Alejandra, est-ce que tu penses que ton embauche, c'est de la discrimination positive? Parce que bon, tu sais, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'R&D. Et c'est vrai que pour le coup, je me suis sentie très inconfortable mais j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi. Et du coup, j'ai répondu aussi avec quelque chose un peu odieux. Je pense que j'ai dit quelque chose comme écoute, si moi je dois gérer les bêtises des hommes, je vois pas pourquoi je peux pas avoir une avantage, quoi. Ouais. Et c'était alors ce que t'as pas dit, c'est que tu travailles chez Criteo aujourd'hui. Oui. C'est ton premier job chez Criteo à la sortie de ta reconversion, c'est ça? Exactement. Ouais. Criteo, c'est mon premier travail. Donc c'est quand même assez c'est quelque chose d'assez cool. Je pense que tu vois, il y a beaucoup de gens en reconversion qui rêveraient de décrocher un job chez Criteo. Donc on parlera de pareil comment tu as réussi ça. Mais du coup, sur cette histoire de discrimination positive, tu m'as parlé de donc il y a femmes, il y a aussi le fait que chez Criteo, tu es un peu un ovni, non? C'est ça? Oui, c'est vrai que aujourd'hui,
ça change beaucoup de plus en plus. Mais je dois avouer que quand je suis arrivée à Criteo, de mon équipe, j'étais la seule personne qui n'était pas ingénieure. La plupart de mes collègues on fait des écoles d'ingénierie, beaucoup ont fait aussi des doctorats, il y a aussi de la recherche. Donc c'est un parcours très en plus la plupart viennent des écoles d'ingénierie qui te font monter les sourcils quand tu entends les prénoms, on me dit ah. Ouais, super écoles, quoi. C'est vraiment des... Oui, exactement, exactement. Et du coup, bon, Criteo, il a construit sa R&D en se basant sur des profils qu'il connaissait déjà parce que peut-être parce qu'il venait déjà de ça. Et du coup, évidemment, tu sais que ça marche, tu sais que tu as eu un bon parcours, que tu as la tête bien faite. Et du coup, tu essaies de récupérer plus de ça, quoi, plus de la même sauce. Et c'est vrai que quand mon profil est arrivé dans les mains du VP engineering qui m'a embauché, il m'a raconté quelque temps après que quand tu vois exactement la même chose de temps en temps et qu'il y a quelque chose qui sort un peu, tu t'arrêtes un instant et tu dis OK, comment ça? Et puis ils sont décidés de donner la chance à un profil qui était vraiment très différent à ce qu'ils s'étaient habitués à avoir, quoi. Ouais, OK. Mais on reviendra un petit peu là-dessus sur comment ça s'est passé exactement et puis voilà, comment tu analyses aussi pour le fait que ça a été toi, hein, parce que du coup, ils ont donné un peu cette chance que je trouve assez cool. Mais donc ce que tu me dis, c'est que il y avait quand même une... En tout cas, c'était peut-être il y a quelqu'un qui te l'a dit, mais que tout le monde te le disait pas, mais c'était quand même vu à l'intérieur par tes collègues comme une discrimination positive, en tout cas. Donc en tout cas, à un moment, on te dit ça, on te dit, on t'a été prise parce que tu fais partie d'une minorité, que ce soit femme ou reconvertie ou peut-être aussi même étrangère. En fait, tu es vénézuélienne. Donc, tu as ce truc-là. Et indépendamment de cette remarque très directe, tu le ressentais, cet aspect-là? Pas vraiment parce que moi, j'ai dû faire 1 mois de préparation. Tu vois, de faire des exercices, des codes tous les jours. Je fais 3 simulations d'entretien. J'ai beaucoup, beaucoup bossé mes entretiens pour rentrer à Criteo. J'ai passé exactement les mêmes entretiens qui passent tout le monde. Et du coup, je n'ai pas senti au moment où on était en train de m'embaucher, bon, on va t'embaucher parce que on n'a pas de femmes et du coup, on a besoin de monter nos quotas, quoi. Je ne l'ai pas senti non plus quand ils ont approuvé ma période d'essai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y a ouais. Tu arrives avec t'as réussi, quoi. Juste, t'as réussi le truc, quoi. exactement. Je passe les mêmes entretiens que toi, tu pourrais passer si tu veux venir à Criteo. Je dois passer aussi une période d'essai. Je dois faire mes tickets Jira. Je dois faire une performance review. Bon, voilà, quoi. Mais par contre, cet élément-là a vraiment marqué un début on ne devrait pas dire ça aux gens. Mmh. On ne devrait pas dire ça aux femmes. Parce que peut-être tu sais bien d'où ça vient, cette phrase, mais tu ne sais pas d'où elle est entendue. Ouais, oui, bien, tu sais quand tu dis ça, tu dis: «La personne sait comment elle veut le dire et peut-être elle veut le dire avec bienveillance et peut-être qu'en fait elle veut ouvrir un sujet de conversation et peut-être elle voilà, mais par contre, elle sait pas comment toi tu vas le percevoir et ce que ça va créer chez toi comme sentiment, comme complexe, comme, n'importe quoi, en fait». Exactement. Et du coup, ça a fait que pendant un bon moment, à Criteo, à chaque fois que les codes ils compilaient pas, à chaque fois que j'arrivais pas à faire marcher les trucs, à comprendre quelque chose, c'était cette phrase qui était dans ma tête. À partir de Et cette phrase, tu as commencé à avoir un complexe, en fait. mmh, je pense que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont autour de toi qui te disent que tu es différent. Et on n'aime pas beaucoup être différent, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de façons d'être différent et certains, elles sont pas ultra cool. Tu veux plutôt te camoufler dans la masse, quoi. Puis tu es là, tu es la seule femme dans la plupart de tes réunions. Tu viens avec tout un bagage culturel, sociétal. Toutes les fois où quelqu'un maladroit aussi a dit les garçons plus forts dans les maths que les femmes c'est pour les lettres et pour les langues. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu viens avec un malus qui dit déjà you don't belong here.
tu devrais pas être là et tu dois te convaincre à toi-même que non mais attends. Sinon, on m'aurait dit, ça va pas le faire pour la période d'essai. Sinon, X ou Y, tu vois. Oui, chaque fois que tu as une situation un peu d'échec, comme tu dis, qui est relative, hein, le code qui compile pas, ça arrive à tout le monde. Sauf qu'il y a plein de gens, bah, en fait, comme ils ont pas ces petites phrases autour, bah, c'est pas grave, ça arrive, voilà. Alors que toi, tu as ce truc en plus qui dit, attends, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est normal, en fait? Ouais, question. Et what if it's true? Ouais. Et si c'était vrai? Et du coup, au lieu de me dire, bon, je suis une développeuse junior, que ça fait 2 ans qui code, qui essaye d'apprendre des vocabulaires, de l'algorithmie, un nouveau langage de programmation, etc., etc., en lieu de voir tout ça et me dire, bah, c'est normal que j'arrive pas. Ce que je me dis, c'est, ouais, mais et si c'était vrai? Écoute, je te propose, on va revenir sur ça parce qu'on va dérouler un petit peu tout ton parcours. On va revenir sur bah, ce qui a fait que tu as réussi à aller au-delà de ça. Parce que je pense Mmh. qu'aujourd'hui, tu me le diras, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, t'as quand même un truc bien installé. En tout cas, tu as fait tes preuves et tout. Tu as peut-être moins ce truc-là, même si j'imagine que c'est jamais tout à fait réglé. Mais voilà. Mais je voulais donc commencer. Bah, donc, on a dit que tu n'étais pas destiné à être dans la tech à la base. Et j'aimerais comprendre, en fait, comment tu tombes dedans finalement. Alors, moi, comme je disais, je suis vénézuélienne et au Venezuela, j'ai travaillé pour une entreprise qui faisait de la tech. À l'époque, c'était une entreprise qui faisait de choses pour des projets pour des smartphones, ou de ce qui était un smartphone à l'époque. Du coup, des ringtones, des screensavers, un petit jeu. Et aussi des petites applications pour des marques qui voulaient se positionner dans ces nouveaux mondes, quoi. Et donc, moi, j'étais marketing, j'étais communication, bon, c'était une petite entreprise, donc tu dois un peu être prête à tout faire. Et du coup, je devais échanger pas mal avec des développeurs. Et il m'est arrivé, j'ai une anecdote, un souvenir de la première fois que je me suis dit c'est bizarre cette situation. J'étais en train de parler d'un projet avec un développeur qui m'a répondu je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Ok. C'est impossible, techniquement. Et c'était la fin de sa phrase. C'était ça la partie étonnante. Ça, c'était la fin de sa phrase. Et je me suis dit, si je peux l'imaginer, il doit avoir un moyen que tu puisses le faire. Peut-être pas tel quel c'est que je suis en train de penser, mais je sais pas, ici, il devrait avoir plus une conversation des attends, mais du coup, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? C'est quoi ton but? Ok, je ne peux pas faire ça, mais peut-être je pourrais faire ça. Quelque chose comme ça. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bah, à ces gens, il les manque quelque chose, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Oui, oui, ok, je comprends très bien. Et bon, à partir de ces souvenirs, bah, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire dans la communication et être développeur, par exemple. Mmh. OK. Non, mais en tout cas, oui, tu découvres que, entre guillemets, «on peut être un meilleur développeur», si on se concentre pas uniquement sur la partie technique. Il y a un pan du Et que métier qui tu, est aussi de communiquer, de collaborer, en fait, avec des gens qui sont pas forcément techniques. exactement, exactement. Du coup, ça c'est mon parcours principal. Moi, j'ai un diplôme de communication, ce qui est la licence que tu fais quand tu veux faire du journalisme au Venezuela, quand tu veux faire du cinéma, de la télé, etc. J'ai fait beaucoup de productions aussi. Voilà, j'ai un parcours bien localisé dans les produits et dans cette partie d'une entreprise. Et puis je suis venue en France Mmh. et j'ai commencé à étudier le français. Ensuite, j'ai commencé à étudier le chinois. OK. Euh, voilà. Ouais. Et puis un jour, j'étais dans un Blablacar et on était 3. Et tu sais, dans les Blablacar, tu commences toujours à parler un peu des qu'est-ce que tu fais dans la vie pour chercher un sujet de conversation. Et donc, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Et devant, bah,
mon partenaire à l'époque, il dit, je suis développeur, je suis en train de splitter un monolithe en microservices, un gros monolithe en microservices pour pouvoir escalader une start-up. Et c'était assez drôle parce que j'avais jamais vu ça, mais il avait des étoiles dans les yeux du chauffeur qui se retourne et qui le regarde en mode, est-ce que tu peux m'envoyer ton CV? J'ai du boulot pour toi. Et puis lui, il était en mode, ouais, ok, d'accord, si tu veux, tu vois. Ouais, je m'en fous, c'est bon, du taf, j'en ai quand je veux un peu, ouais. Exactement, exactement. C'était encore une autre personne qui essayait de le démarcher pour un boulot qui l'intéressait absolument pas. Pour voilà, pour venir et dire ouais, enfin non. Il allait récupérer son mail, il allait plus jamais le voir, il allait pas envoyer son CV du tout. Et moi qui étais dans la place arrière, un peu super imagée comme situation, je me suis dit, non mais c'est complètement malade cette situation. Il gagne super bien sa vie, il a du boulot quand il veut, il peut changer de boulot parce que, je ne sais pas, Log Aseos du bureau, elle a trop de bulles. Et non, enfin, je caricature un peu, mais voilà, c'est si simple que ça. Est-ce que c'est si difficile d'être développeur? OK. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer. Mmh. Je vais voir, je vais poser quelques questions parce que l'ordinateur, ça m'effrayait beaucoup. OK. Ouais, ouais. J'étais convaincue que certaines touches que je connaissais pas dans les claviers, elles pouvaient amener à la destruction de l'ordinateur. Je viens de loin. Je vois très bien, ouais. Ouais, 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 je vois bien. Je viens de loin. Ah ouais. Non, non, mais du coup, tu n'as là, ouais, c'est intéressant, c'est tu n'as au niveau de l'outil, ordinateur, tu as une maîtrise complètement, utilisateur, classique, quoi, en fait, c'est ça? Tu n'as pas du tout, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière, les sites internet que tu utilises et cetera. C'est un monde complètement, étranger pour toi, quoi. Ouais. Tu me demandes d'installer un programme Ouais. et je vais pas le faire. Et aujourd'hui, si quelqu'un peut le faire pour moi, tant mieux, tu vois. Si je peux juste me concentrer à des if et des else, cool. Vraiment, SRE, DevOps, c'est pas vraiment les trucs des rêves, quoi. Parce qu'à tout moment, ça peut mal se passer. C'est Mais ça paye bien. Oui, c'est clair. Et du coup, donc c'est ça que tu dis, qui a tu en as parlé un petit peu au début quand tu disais, je sais plus comment tu as dit ça, développeuse par, pas tu pas dit Par par opportunisme, conviction. mais tu as dit, par quoi? Par conviction. Du coup, tu t'es pas attiré par une passion de l'informatique, par une passion du code, tu es plutôt attiré par: «Il y a un métier qui, en fait, me permet de, plus trop me soucier, du lendemain, quoi. En gros, avec ça, je vais avoir du travail, toute ma vie et ça va être tranquille. Enfin, ça va être tranquille, parce que c'est pas tranquille, mais ça va être un métier où je vais pas galérer à être au chômage ou à chercher tout le temps». C'est ça un peu ton raisonnement? Et puis enfin, on va pas se le nier, on est roi de la chaîne des métiers qui existent aujourd'hui. Il y a peut-être 2-3 métiers qui sont mieux payés, mais on a des très bonnes conditions de travail, on a des très bons salaires, il y a des boulots partout. Du coup, il y a que de gagnants dedans. Et quand tu es une étrangère Ouais. et que tu n'as pas non plus une famille à qui tu peux appeler en mode j'ai pas assez pour le loyer ce mois-ci, est-ce que tu peux m'envoyer un peu? Tu dois être ton propre filet de sécurité. Tu dois chercher ta indépendance financière, tu dois te construire ton avenir. Et du coup, bah, être développeuse, c'était le bon plan. Ouais, c'était effectivement c'est pas ta porte de sortie, mais en tout cas, c'est ton effectivement, comme tu dis, ton Eldorado un peu. C'est à partir de ce moment-là, tu Exactement. n'auras plus à te soucier. Du coup, à partir de là, je vais être développeur, je suis convaincue de ça. Et ça m'a coûté énormément. Parce Mais que bon, ça t'a coûté énormément parce que ça te plaisait pas plus que ça, parce que c'était énormément de travail, parce que tu partais de vraiment loin? tous les précédentes. OK. Parce que déjà, avoir 30 ans et te dire: «Je suis un nouveau ingénieur, je rentre Ouais. dans un nouveau métier», il faut reprendre les études. Il faut aller, une fois que tu as repris les études, il faut commencer à trouver des boulots où tu n'as pas d'expérience, où tu apprends tout un vocabulaire, où ta compétition, enfin, la concurrence à côté de toi, c'est, un
le plus souvent un homme blanc hétérosexuel qui a appris à coder quand il avait 12, qui connaît tout un tas de vocabulaires, des techniques, et toi, tu essaies de rattraper tout ça. Et du coup, comment est-ce que tu peux essayer pour te vendre, pour dire, alors, j'ai pas tout ça, mais Ouais. je suis pas seulement un junior. J'ai déjà travaillé en entreprise. Je sais qu'est-ce que c'est un projet. Je sais qu'est-ce que c'est un deadline. Je sais écrire un mail. Voilà. Il y a toute une tas de choses qui demandent, que tu as acquis avec l'expérience et que je peux vous apporter. OK. Parce que tu as un côté, peut-être un peu plus généraliste, avoir vu plus de choses et donc tu es peut-être, tu as peut-être plus de recul aussi. Je pense que c'est un truc intéressant sur, si on parlera un peu des forces des reconvertis, mais ça, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est une première expérience quelqu'un qui sort d'école et quelqu'un qui a une première expérience professionnelle, c'est quand même pas les mêmes juniors, en fait. C'est peut-être les juniors d'un point de vue technique, mais c'est pas les mêmes juniors d'un point de vue maturité, travail en entreprise et ça joue beaucoup, en fait, hein, parce que quand tu cherches justement ce que tu disais tout à l'heure, des devs qui ont ce petit truc en plus de savoir communiquer, de savoir comprendre les enjeux, et cetera. Cette maturité-là, 10 ans d'écart, ça joue pas mal, hein, vraiment. Oui, 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 oui. Et c'est un peu ce que je reçois aujourd'hui, un peu systématiquement, quand je vais demander du feedback de mon travail à mes collègues. Du coup, ce que je reçois systématiquement, c'est des produits qui me disent: «C'est super cool de travailler avec elle», elle renvoie pas des choses de façon systématique en mode «Non, puis figure out». Sûr. Voilà, et c'est plutôt: «OK, attends, explique-moi, Ouais. qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire? OK, je peux pas faire ça, mais je peux faire ça. Est-ce que ça te convient? Viens, on va trouver un point au milieu, je vais t'aider». J'ai tellement écrit «throw new exception» que du coup, je peux m'asseoir avec les produits et les dire: «OK, mais du coup, s'il se passe pas ça, mais plutôt ça, tu veux que je fasse quoi?» Ouais, 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 ouais. Et du coup, on construit quelque chose Bien sûr. ensemble. Ouais. OK. Intéressant. Juste, je voulais revenir sur un point parce qu'on a parlé quand même du marché des devs et à l'époque où c'est parce que il y a peut-être des gens, ça les fait un peu, voilà, sursauter parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est un peu plus compliqué, vraiment par rapport on était en quelle année à cette époque-là où c'est vraiment la ruée vers l'or, on va dire? Hem, je suis mauvaise pour ça. Attends, j'essaie de me souvenir, je dirais qu'on était en 2019 quand début de 2020. 2020, ouais, avant Ouais, ouais, donc avant, en plus avant l'IA, avant tout ça, enfin avant l'IA, exactement. avant ChatGPT et tout ce qui se passe en ce moment. OK, on fera la comparatif un petit peu avec, comment est le marché maintenant. Est-ce que du coup maintenant donc tu me dis là, donc tu as décidé que tu vas devenir tech, tu on a parlé un peu des forces et cetera, mais comment tu fais? C'est quoi ton plan en fait pour devenir tech? Comment tu t'organises? D'abord, je suis partie à New York. OK, Parce que je voulais améliorer mon anglais d'accord. et puis je vais trouver une formation qui faisait un peu les 2 choses entre design et programmation. Je me suis dit: «Ça va être cool pour moi, je vais pouvoir avoir un peu de design», et cetera. Et en fait, j'ai fait 1 an là-bas et c'était des cours avec un vidéoprojecteur, assise, et il avait pas d'ordinateur. Du coup, ça m'a pas convaincue. Et donc je rentre en France et je découvre en France une de ces choses pour lesquelles j'adore la France et je trouve que il y a une démarche super intéressante et différente. Je trouve l'alternance. Je trouve cette façon en fait, tu vas étudier et pendant que tu es en train d'étudier, tu vas travailler dans ton métier OK. et du coup, tu gagnes de l'expérience un peu en même temps, même si tu sais rien faire. On va t'accompagner, on sait que tu sais rien faire et du coup, ouais, exactement. Ouais, ouais. Hem, Non, mais juste, c'est hyper important ce que tu dis. On sait que tu sais rien faire parce que il y a beaucoup de juniors qui se mettent la pression parce qu'en fait, ils ont un syndrome de l'imposteur parce qu'ils croient que ils arrivent dans une boîte et ils se disent en fait, je suis tech, tu vois? Je sais développer, donc tout le monde s'attend à ce que je sache développer, en fait. Et je pense que c'est côté entreprise, c'est un truc important. Et moi, je le dis souvent, tu vois? Quand j'ai recruté des profils en reconversion ou des juniors, je leur dis ça, en fait. Je dis: «Aujourd'hui, je vous recrute pas pour ce que vous savez faire, en fait. Je vous recrute pour la façon dont vous réfléchissez, la façon dont vous allez évoluer et le potentiel qu'on voit. Mais ce que vous savez aujourd'hui, je sais que vous savez rien faire. C'est normal, tu es junior». ouais, Et ça, je pense que c'est ultra important, tu vois? Donc dans la tête du junior, de l'avoir, mais que ça soit clair côté entreprise. Si ton entreprise n'a pas cet état d'esprit-là,
ça va être compliqué, tu vois. Donc, il faut que tu aussi, quand tu cherches une entreprise, peut-être que tu trouves des gens qui ont cette, je sais pas si c'est de la bienveillance, mais en tout cas, c'est cette lucidité, on va dire. Oui, et c'est super dur parce que du coup, dans les marchés de travail, toutes les entreprises veulent embaucher des juniors qui savent trois langages de programmation, 5 projets perso. Voilà, j'ai construit Airbnb dans mon temps libre. Enfin, il y a un peu de décalage comme Ouais. En fait, ça. on veut des seniors, mais pas les payer trop cher, quoi. C'est ça. Il faut un peu plus d'honnêteté de ce côté-là. Mais bon, ça sera une conversation pour un autre jour. Mais en vérité, du coup, on passe à côté de la question qui est vraiment très importante. Est-ce que tu sais collaborer? Mmh. Est-ce que tu sais demander de l'aide? Exactement, ouais. Est-ce que tu sais attraper des problèmes au bon moment? Écoute, c'est en train de me prendre beaucoup plus de temps Ouais. de ce que je pensais. C'est Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je continue à essayer moi de mon côté parce que c'est formateur, ou est-ce que tu veux venir et me donner 1 heure, 2 heures, une demi-journée de ton temps Mmh, mmh, mmh. senior pour me rencadrer, pour me voir coder, pour pouvoir parler? Ah, mais Et ça, du coup, ce point-là est ultra, ultra important. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait demander de l'aide à bon escient, c'est-à-dire savoir quand il doit chercher pour progresser et savoir quand il y passe trop de temps et qu'en fait, là, il pédale dans la semoule et quelqu'un doit l'aider. Ça, je pense que tu vois, c'est un des meilleurs conseils. Si tu arrives à trouver ça, tu vas vraiment vite progresser et en plus, tu vas être pertinent dans ce que tu fais parce que tu vas progresser et aussi délivrer à bon escient, tu vois, avec le bon rythme. exactement, exactement. Et c'est bon, je t'ai raconté la petite anecdote de la discrimination positive, mais on m'a aussi fait des jolis compliments comme j'aime bien travailler avec toi parce que tu sais dire quand tu ne sais pas. Et ça, c'est essentiel. Moi, j'en ai marre des gens qui essaient de me vendre qu'ils savent une technique, un langage, ils dominent un design pattern, etc. Et tu commences à creuser un peu et ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Toi, non. Ouais, Vas-y, explique-moi et puis on sait. ouais, ok. Sois honnête et puis comme ça, on sait sur quoi on avance. Et du coup, quand tu dis, moi, je sais, bah, j'écoute. Ouais, je te fais confiance. Mhm. Donc tu me dis, tu fais l'alternance, heu, combien de temps? 3 ans, un truc comme ça, J'ai fait 2 ans d'alternance. 2 ans d'alternance Oui. et ça se passe comme tu veux l'alternance, tu vois? Est-ce que c'est vraiment toi tu conseilles tu conseilles ça comme la voie royale pour la reconversion? L'alternance, c'est vraiment le truc qui Surtout pour l'informatique où c'est tellement de hands-on. Tu, tu dois coder. Pour apprendre l'informatique, tu dois coder. Il n'y a pas moyen de t'asseoir et lire un bouquin en entier, le fermer et dire c'est bon, je sais coder. Matrix, tu vois. Non, tu dois vraiment être devant. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans l'alternance, c'est que même si à l'école tu vas coder aussi, parce qu'on va te donner des projets pour que tu puisses apprendre à coder, dans l'entreprise, on va t'apprendre qu'est-ce que ça veut dire coder pour la prod. ouais. Mmh. Et ça, c'est Avec des vraies c'est contraintes. pas la même chose que coder. Ouais. Ce n'est pas la même chose construire un site internet pour avoir une bonne note à l'école que construire le site internet qui va avoir pas de problème de latence, qui va être responsif, qui va pouvoir resize facilement. Ouais. Et qui peut évoluer en équipe aussi parce que qui peut continuer à vivre, dans le temps parce que c'est un projet, ouais. Et en même temps que tu viens et que tu fais aussi une que tu fais aussi une expérience de je travaille en équipe. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a un bord Jira, il y a un stand-up, il y a des personnes à qui tu peux dire je sais quoi c'est, je Ouais. je ne sais pas quoi faire ici. Ça c'est aussi c'est super important parce que c'est ça en vérité. Enfin, la quantité de temps qu'on passe devant notre code, elle est quand même pas la majeure partie du temps. Ouais. Non, mais c'est clair. Ouais. On doit faire la documentation, on doit construire des spécifications. Il y a énormément de réunions, il y a Et de l'humain, il y a ce qui rejoint le fait qu'on disait qu'un junior, ne sait rien faire, en fait. Un junior qui tu vois, c'est hardcore comme phrase un peu quand on le dit comme ça, quand on le sort du contexte, mais c'est comme ça que l'entreprise le voit parce que quand tu n'as pas travaillé en entreprise, c'est très différent d'avoir appris à coder, de travailler dans une entreprise oui. où tu fais du code, ouais, clairement, c'est hyper important et Et du coup, j'ai fait l'alternance.
J'ai fait 2 ans d'alternance. J'ai travaillé pour 2 entreprises différentes et après c'était allez. Alors attends, juste avant que tu passes à après pour trouver le travail, l'alternance, tu trouves facilement l'école t'aide à trouver une entreprise, tu vois, on est encore aussi à cette parce que moi je vois aussi des fois des alternants aujourd'hui qui ont l'air de galérer un peu à trouver une alternance justement. Hem, alors je vais rentrer dans un truc un peu politique et tu pourrais couper si tu veux. Mais je sais qu'à mon époque, à mon époque, à mon époque, quand tu embauchais un alternant, l'entreprise, elle avait des crédits, des impôts, Tout à fait. elle avait un avantage. Ouais. Elle avait un incentif pour que, et si je ne me trompe pas, cet incentif, elle n'existait plus. Ça a été coupé, il me semble, effectivement, il y a 1 an ou 2, ouais, 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 tout à fait. Et du coup, bah, ça change complètement les games. Parce que du coup, pourquoi est-ce que je vais recruter quelqu'un qui ne sait rien faire et qui est en train de se former pour ça? Surtout si tu es en train de faire la reconversion professionnelle. Du coup, ça vient amener un malus dans dans les dans les parcours classiques, et ça met une sorte de pression aussi pour pouvoir continuer ces chemins-là. Pour moi, c'était un grave erreur, quoi. Tu on peut pas avoir les discours de tous côtés. En tout cas, ça reporte la responsabilité. Tu vois, moi, la façon dont je le vois, c'est qu'avant, l'État finançait ce coût-là. Parce que ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'un junior, si tu veux, c'est un investissement. C'est quand tu recrutes un junior, c'est un investissement. Parce que oui, tu le payes moins cher, mais si tu as compris comment ça marche le dev, tu investis, tu lui apprends et il va mettre 6 mois, 1 an, 2 ans à avoir ce retour sur investissement où tout ce que tu as investi de formation, d'apprentissage, etc., paye, voilà, porte ses fruits. Et si l'État te paye une partie de la formation, ça te réduit mécaniquement ce coût en entreprise, qui est toujours existant parce que tu as toujours des gens qui passent du temps à former, etc. Si tu enlèves cet incentive, effectivement, tu reportes ce coût supplémentaire sur les entreprises. Et d'où, moi, je trouve qu'il y a une responsabilité, notamment des plus grosses entreprises, parce que tu vois, moi, je l'ai vu en tant que start-up. En fait, c'est très compliqué en start-up de prendre un alternant en dev parce que il te demande vraiment de l'énergie, de l'encadrement, de trouver des choses à faire explicitement, voilà. Alors qu'une plus grosse entreprise qui a un peu plus de masse salariale de gens, ce coût-là, il est un peu plus dilué, tu vois. Donc je trouve, voilà, on est parti dans un truc un peu politique, mais je trouve qu'il y a une responsabilité des plus grosses entreprises à, du coup, venir former ces devs de demain, en fait, tu vois, ces gens qui deviendront les seniors. Je le pense aussi. Alors, je n'ai jamais fait de management dans la tech, donc je connais très peu les contraintes oui, du coup, je suis un manager et je dois, je n'ai pas une personne de plus, j'ai un demi de moi. Parce que je dois donner un senior à passer du temps à encadrer, etc., etc. Et du coup, tout ce qui coûte doit être expliqué, doit être bon. L'accélération, ça se passe d'une certaine façon. Du coup, cette conversation, elle est un peu plus compliquée pour toutes les entreprises, je pense. Mais oui, on peut pas être les meilleurs du marché, les têtes les plus brillants, et c'est dire qu'on peut pas former un alternant. Ouais, c'est clair. Et donc toi, à l'époque, On se vend quelque chose qui n'est pas vrai. et du coup, toi, à l'époque, tu trouves assez facilement, en fait, ton alternance, c'est ça, grosso modo, il n'y a pas de difficulté. Ok. Oui, j'ai eu la chance, la vérité soit dite, que je parlais anglais. Ok. Et du coup, il y avait des entreprises qui venaient frapper la porte et dire j'ai besoin de quelqu'un qui parle anglais. Ok. Et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et puis, j'avais 30 ans. Et du coup, tu peux te vendre d'une façon un peu plus différente. Et puis, je crois fortement au networking. Ok. T'avais déjà un réseau, t'avais quand même non, des choses à ce moment-là? Oui. Alors, comme je te disais, mon partenaire, il est développeur. Ok. Mon meilleur pote est développeur. Et du coup, j'avais ces trucs déjà de pouvoir parler du code tout le temps, de avoir du contact avec des gens qui font de la tech et qui sont dans des entreprises qui font de la tech. Et puis moi, j'avais mon atout je suis une développeuse par conviction. Du coup, je dois faire que
que ça arrive, quoi. Ouais. Je vais pas avoir peur de frapper la porte, de demander est-ce que tu pourrais passer mon CV, de faire un référent. Oui, oui, une recommandation. Ouais. Exactement. Fais une recommandation, etc., etc. Ouais. Donc, je dis souvent. T'as pas juste envoyé des CV au hasard, parce que c'est souvent un peu ce qui se passe au début quand tu sais pas trop faire, t'es un peu démuni. T'envoies des CV, ce qui est un peu la méthode de tout le monde. Et comme les entreprises ont beaucoup de CV, des fois t'as pas de. Toi, t'es vraiment allé chercher des choses où tu vas contacter de l'humain, trouver les bonnes personnes et essayer de faire en sorte que ça soit pas juste un CV au milieu d'une pile de CV. Oui, et puis j'ai essayé, surtout au début, j'ai essayé de contacter des entreprises dont je connaissais les produits. Tu vois, j'ai essayé de rentrer à Blablacar, par exemple, parce que je connaissais les produits, parce que je les trouvais ultra puissants, super ingénieux, etc. J'ai essayé avec Data IQ parce que j'avais fait un meet-up chez eux, j'avais trouvé la plateforme super intéressante. Voilà, pour moi, pouvoir venir et dire alors tu devrais m'embaucher parce que je connais ton produit et du coup Ouais. je peux t'apporter quelque chose, bah c'était important parce que du coup moi je devais pouvoir me vendre pour tous les malus que j'ai venais de décrire, tu vois. Je suis pas une développeuse normale. Du coup, bon, si tu m'embauches à moi, bah du coup tu embauches. Ouais, il y a d'autres, mais et puis être passionné du produit, c'est effectivement un truc qui est peut-être un peu sous-estimé, tu vois? Souvent, on voit on dit la lettre de motivation, ça sert à rien. En fait, ça sert pas à rien, la lettre de motivation. Si c'est une vraie lettre de motivation et que tu aimes vraiment le produit d'une boîte, bah, les gens, ils seront contents de voir quelqu'un qui est passionné par ce que tu fais, parce qu'effectivement, des développeurs qui sont passionnés par le produit, bah, c'est pas mal, hein. Ça permet d'avoir des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent pourquoi ils le font et qui font les choses, souvent mieux, quoi. Ouais. Oui, si tu consommes les produits, tu vas avoir un avis critique et une possibilité de pouvoir les faire grandir, tu vois. Bon, après, il y a beaucoup de tech qui est dans un layer un peu plus bas, quoi, Oui, qu'on voit pas forcément. oui, c'est normal. Il y a différents types de dev et il y en a qui font plus de la tech et tant mieux, parce qu'on en a besoin pour plein de choses, en fait, hein. Il y a des choses très techniques et c'est très cool. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, toi, qui est dev par conviction, c'est pas dans ce layer-là que tu vas aller, en fait, puisque là, il faut être vraiment passionné de code. Toi, tu as besoin d'être un layer au-dessus. Et donc, c'est là qu'on se disait, les forces, c'est ce recul, cette maturité, cette conversation que tu crées avec le produit, plutôt que de dire, c'est techniquement pas possible et je me dédouane, quoi. Oui, oui, exactement. Et Et alors, ça change. tu finis ton alternance et recherche de job. J'ai fini mon alternance, recherche des jobs. La première fois, bah, j'ai commencé à envoyer des CV dans des. D'abord, j'ai envoyé des CV dans des entreprises qui m'intéressaient pas du tout, parce que moi, je voulais faire des entretiens. Ok, t'entraînes. Je voulais savoir quel type de choses allaient me demander, comment est-ce que j'allais me sentir, comment me mettre à l'aise dans cet exercice qui est ultra compliqué. Et puis, j'ai fait 2-3 entretiens et du coup, j'ai commencé à attaquer les jobs qui m'intéressaient vraiment. D'accord. Et du coup, j'ai frappé la porte des entreprises qui en plus sont assez matures parce que Blablacar c'est une grosse entreprise aujourd'hui. Hem et et puis j'ai commencé aussi à faire beaucoup des meet-up. J'allais voir de quoi on parlait dans un meet-up, c'est quoi ça? La plupart du temps, je comprenais rien. Il avait de la pizza. Mais il y avait toujours une partie de networking où je pouvais venir et papoter avec des autres personnes, me présenter, pouvoir me pitcher. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'opportunité avec Criteo. Ok. J'étais dans un meet-up. Au début, je faisais n'importe quel meet-up. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais il y a des meet-up qui sont faits par des femmes. Ok. Hmm. Je veux ça. Ouais, ok, intéressant. Et du coup, Ladies of Code, par exemple, les Duchesses, ça, c'est des endroits ultra accueillant pour un profil comme moi, pour mon besoin de pouvoir dire non mais il y a des autres qui sont comme moi. Je suis pas un alien. Tout est ça un peu plus en sécurité. Et puis aussi, tu as des gens qui ont des problématiques similaires aux tiennes, qui ont rencontré les mêmes obstacles que toi. Donc, en fait, ils vont pouvoir te débloquer là-dessus. Ouais.
Exactement. Et c'était dans un meet-up où je viens parler un peu avec cette femme qui parle avec personne. Et je commence à parler avec elle et je lui dis oui, je suis une développeuse junior, je cherche un boulot, blablabla, blablabla. Et elle me dit, écoute, ici, on cherche pas des juniors, mais si tu veux, je te mets en contact avec l'entreprise pour laquelle je travaillais avant. D'accord. Et je sors mon Google Maps. Et je lui ai dit, comment elle s'appelle ton entreprise? Criteo. Criteo, 12 minutes à pied de la maison. Ça m'intéresse. Vas-y. Et c'est après que j'apprends que, en fait, c'est difficile de rentrer à Criteo. Ouais. Je sais pas Et si les gens se rendent compte, mais c'est quand même j'ai déjà fait des épisodes avec des gens de Criteo, et c'est quand même une boîte qui est en compétition avec Google et Facebook sur la partie pub. Donc Ouais. d'où tu disais, on recrute que des ingénieurs de top école d'ingé. Enfin voilà, ça sort pas de nulle part non plus. Il y a une culture de l'excellence à Criteo, donc j'imagine que c'est effectivement assez difficile de rendre. Okay. Exactement. Mais alors, Exactement. comment tu fais? Et du coup, on m'a donné un contact. Je lui ai ajouté à LinkedIn et je lui dit aujourd'hui on continue à être en contact. Il travaille plus à Criteo, Nicolas Rassin, mais je lui dis tout le temps, tu pourras jamais savoir à quel point tu as changé ma vie, quoi. Ouais. Parce qu'il m'a contacté le lendemain, il m'a envoyé un message en espagnol. Ok. Charmant. C'est genre, est-ce que tu veux venir passer des entretiens ici? Okay. Grave? Oui. Si. Et du coup, j'ai eu énormément de chance de tomber sur une personne ultra bienveillante qui m'a dit, prends le temps qu'il te faut. Moi, je suis pas pressée. Voici quelques ressources pour que tu puisses t'entraîner. Et puis, envoie-moi un mail quand tu sois prête et on fait les entretiens. On démarre les entretiens. Et du coup, c'est là où j'ai fait, OK, comme c'est difficile, du coup, je vais faire que ça. Je vais faire que des exercices. Je vais demander aux gens autour de moi, est-ce que tu pourrais me faire une simulation? Tu vois, et du coup, j'ai eu un peu cette préparation attends, tu as un entretien, tu parles pas beaucoup. C'est pas bien. D'accord. Parce que du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer par ta tête. OK, d'accord, je dois parler plus. Okay. OK, du coup, je vois que tu galères et que tu commences à être stressé, mais je ne peux pas t'aider si tu n'es pas honnête par rapport à comment est-ce que tu galères. Ouais. Du coup, essaye pas de me convaincre de quelque chose dont tu connais pas. Tellement OK. important. Mais juste ça, je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est important, mais en fait, quand t'es junior et que tu vas à cet entretien junior et que tu crois que tu dois tout savoir et que tu dois savoir, alors qu'en fait, si t'as quelqu'un de intelligent en face, il est en train de tester ta façon de réfléchir. Et tu dois lui dire, je sais pas. Et lui, il va t'aider à dire, OK, tu sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Réfléchis. Et en fait, c'est ce qu'on veut voir, c'est comment tu réfléchis. C'est pas ce que tu sais déjà. On sait que tu sais rien. Tu vois, on le répétera jamais assez, entre guillemets. On sait que tu sais pas. Donc, effectivement, bref, désolé, je dérive encore, mais je trouve ce conseil ultra, ultra important. Tu sais, de cette expérience-là, quelque chose sur lequel je me suis engagée après énormément, c'est à faire une sorte de masterclass pour préparer aux alternants à faire aux entretiens et aux entretiens des entreprises comme Criteo. Et pour moi, c'est super important de venir et dire, vous savez pas, dites-le. Ouais. Et du coup, si je ne sais pas, c'est que je vais dire, alors je ne sais pas, mais si je devrais si je devrais dire quelque chose avec mon intuition, je dirais plutôt que ça pourrait être comme ci ou comme ça, mais du coup, je me pose cette question et ça, j'ai aucune idée, et puis voilà. Ouais. Toi, ce que tu veux, c'est établir une conversation. Et tant qu'il y a une conversation, tu gagnes. C'est ça. C'est quand les silences inconfortables s'installent. Là, tu te dis, OK, comment est-ce que je sors de cette silence? Ouais. Oui, parce que ce qui est important aussi, c'est que quand tu vas travailler en entreprise, tu l'as dit tout à l'heure, hein, coder, c'est une petite partie de ton travail. Une grosse partie de ton travail, c'est de communiquer. Communiquer quand tu as un problème, communiquer pour expliquer ce que tu as fait, communiquer pour comprendre ce que tu as mal fait, ou des choses comme ça, ou comprendre comment faire les choses. Donc c'est pour ça qu'en fait, oui, surtout quand tu es junior, même un senior, en fait, tu testes ça. Mais le junior, c'est presque, j'exagère, mais c'est presque le seul truc que tu testes, entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment
Oui. Oui, 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 oui. Et c'est drôle, quand je fais mes entretiens par Criteo, j'ai fait, avec 2 des personnes que j'ai fait les entretiens, m'ont dit, moi, je savais pas coder dans ces langages de programmation quand je suis arrivée à Ouais. Criteo. Ouais. Et ça, c'était genre, Ouais. OK, OK, OK. Ça, je savais pas que c'était possible. Ouais. OK. Mais donc tu méga prépares cet entretien, on va dire ça comme ça. J'ai méga préparé cet entretien. Je viens dans les locaux. C'était en février 2020, juste avant Covid. J'ai fait une journée des entretiens. J'ai fini par, tu vois, l'entretien des fits, des cultures, etc. Où j'étais tellement stressée que j'ai fini par les dire à ces 2 hommes. Donc, vote for me. J'avais vraiment besoin de les convaincre que je pouvais être un bon fit, même si j'avais pas fait de la pub avant, parce que Criteo, c'est une entreprise des pubs, des publicités, même si je n'avais pas fait ça avant, bah, je venais avec plein de choses qui allaient être intéressantes pour eux, quoi. Et avec plein d'avis, et avec plein de curiosités, et du coup, vote for me. Vous allez pas regretter. Ou peut-être oui, mais ça sera d'une bonne façon. Bon, en tout cas, du coup, ça a marché. Du coup, tu passais les entretiens. Ouais. Et derrière, après, est-ce que c'est là où tu te dis, c'est bon, ma réconversion est réussie, ou et c'est un long fleuve tranquille à partir de là, ou est-ce que la suite c'est encore très challenging, je veux dire. Alors, je pense que l'idée de est-ce que tu as réussi, c'est plutôt des moments où tu sens, allez, j'ai passé ces gaps. Ok, ok. Parce que même aujourd'hui, que ça fait 6 ans que je suis à Criteo, et que je continue à essayer de vendre mon profil comme un profil qui est différent, donc utilise-les de la façon correcte. Tu vois, même à ces moments-là, il y a toujours une partie de réussite ou pas, quoi. Enfin, c'est rigolo parce que je suis souvent matchée. Enfin, beaucoup de gens viennent me voir pour me dire, ah bah, je connais quelqu'un qui a fait une femme, la plupart du temps, une femme qui a fait la reconversion. Est-ce que tu pourrais parler avec elle? Parce qu'elle commence à avoir des doutes, parce que machin, truc, etc. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est, tu vas pas aimer. T'as pas aimé? Tu dis ça à qui? À la personne que tu À conseilles? la personne, oui, Ouais. tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer quoi? Enfin, cette situation, elle est difficile. Ouais, d'accord. Il y a plein de moments où tu vas avoir plein de doutes. Il y a plein de moments où tu vas dire non, je ne peux plus. Moi, j'ai eu énormément de moments où je dis, je sens que je perds mon temps. D'accord. Pendant, après l'embauche ou pendant? Pendant la reconversion, après l'embauche, avant que ma période d'essai soit finie, vendredi dernier, non, c'est pas vrai. Mais du coup, ce que je lui dis, c'est une fois que tu as fini ta reconversion et qu'il s'est passé 1 an et demi que tu as fini tes études, Ouais. là, tu peux commencer à te poser la question de si tu aimes ou si tu aimes pas. Si tu veux rester ou pas. Avant, tu sais pas assez. Tu n'as pas assez d'input. Tu n'as pas assez de choses pour pouvoir dire, je suis en train d'étudier quelque chose, donc tu es complètement perdu. Ça, c'est normal. C'était attendu. Tu es en train de faire une reconversion. On n'a pas les mêmes cerveaux dès qu'on avait 18 ans et qu'on commençait l'université. Tu ne viens pas avec les mêmes choses. Du coup, te pose pas la question à ce moment-là, parce que la réponse probablement ça va être non, j'aime pas. C'est trop compliqué. Ouais, ouais. Et c'est Ça fait compliqué. mal, ça fait mal à la tête, quoi. Ouais. Ça fait mal à la tête. Je sens que j'avance pas. Je sens que non. Du coup, te pose pas ce type de questions pour le moment. Une fois que tu as fini et que tu as commencé ton boulot, que tu as trouvé ton boulot, donne-toi un peu de temps. Et là, tu te poses la question de est-ce que j'aime? Ouais. Avant, tu veux pas.
tu vas probablement te dire quelque chose qui n'est pas même pas vrai, quoi. Ouais. Oui, oui, dans la mesure, enfin, après, si c'est une reconversion où tu t'éclates à faire du code, ça peut être différent, tu vois. Mais si c'est une reconversion, comme tu dis, plutôt en tant que outil d'émancipation, enfin conviction, comme tu dis, Mmh. là, c'est difficile. C'est difficile parce que tu n'es pas passionné par ce que tu fais. Tu le fais avec un objectif et c'est du long terme. Et souvent, les objectifs long terme, il y a beaucoup de souffrance à court et moyen terme, quoi. Faut l'accepter et puis savoir si à un moment il y a trop de souffrance aussi, tu vois. C'est peut-être ça que tu dis, c'est que au bout d'un an et demi, 2 ans, peut-être à un moment, tu te dis ça vaut pas le coup, là, il y a trop de souffrance, c'est pas fait pour moi, quoi. Oui, et moi je pense que j'ai eu quelque chose de très positif, c'est que je sais pleurer, Mmh. Ouais, beaucoup. ouais. Et du coup, pleurer, ça m'a permis de vider ma frustration, OK. dire pendant que j'étais en train de pleurer: «C'est bon, je vais plus le faire. J'ai essayé. Non, je vais faire autre chose. OK. Non, je vais vendre mon corps à la science. Non». Hem Et puis une fois que j'ai fini de pleurer, bah, je sèche mes larmes, je me mets à tricoter, je laisse ma tête se vider un peu, je vais faire quelque chose que j'aime vraiment et je me laisse le temps de dire: «Ça va pas être plus fort que moi. Je Mmh. pense que je peux essayer encore un peu». Ouais, Et du coup, ne pas les voir comme dans 2 ans, juste: «Je peux essayer juste encore un peu». ouais. Un peu, Et exactement, tu laisses un peu déborder le trop plein là et puis après exactement, ça te permet de devenir super important. ouais. Je pense qu'une de mes premières présentations, de public speaking, c'était par rapport à la reconversion et je lui disais: «Il est super important que tu saches que tu as un hobby, un truc que tu aimes, parce que tu vas devoir revenir souvent à ça. Tu vas devoir l'aimer et du coup, quand le code, il compile pas, va faire ça. Va te diviser un peu la tête, va faire quelque chose et si le hobby, il est cher, si le passe-temps, il est cher, encore mieux. Comme ça, tu te dis: «OK, je vais continuer à faire du code pour pouvoir payer ça». Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais oui et puis après ce que tu dis, c'est que, dans la situation d'échec aussi, des fois ne pas s'acharner, être capable de laisser tomber, revenir dans un meilleur état d'esprit, je pense que c'est important. Tu vois? Tu le vois dans c'est très psychologique tout ça, mais tu le vois dans c'est pas que dans le code, mais souvent s'acharner, en fait, tu es dans un ton cerveau est dans un coin, tu es bloqué et aller faire autre chose, ça permet que quand tu reviens, voilà, ton cerveau va se mettre dans une autre position, j'imagine ça comme ça, mais et tu vas pouvoir, résoudre le problème ou en tout cas le penser différemment et Ouais. OK. Et donc chez Criteo, donc on a un peu parlé, mais hem, finalement, on a un peu parlé de tes forces, donc tu m'as dit, ce côté, maturité, avoir du recul, savoir, créer les conversations, dire quand tu sais pas. Il y a d'autres choses que tu considères qui sont tes forces et qui t'ont aidé à réussir dans ce parcours? Mmh, je sais faire avancer la conversation. Ouais. Dans des projets où c'est un peu blurry quand tu sais pas trop, tu vois, je viens, j'itère à nouveau, je cherche des gens qui m'expliquent encore une fois, et du coup, l'effet de pouvoir faire avancer cette conversation-là me permet, de ramener une autre possibilité, dans la table, quoi. OK. Bien, on va on va s'asseoir, on va l'écrire ensemble, on Ouais. va faire les specs ensemble. «Attends, ici, ce n'est pas clair pour moi, est-ce que tu peux me l'expliquer à nouveau?» OK. Oui et ce que tu dis, c'est que c'est pas clair pour toi, mais en fait, ce qui n'est pas clair pour toi n'est pas forcément clair pour les autres aussi. C'est ça que tu vas détecter peut-être. C'est que des fois, il y a des trucs qui sont pas clairs, que les gens ne détectent pas, qui sont le point de blocage du projet, du sujet, du machin. Et ta force, c'est de venir mettre le doigt là où ça fait un peu mal, là où et personne se l'avoue peut-être, ou personne n'a la lucidité pour s'en rendre compte. C'est ça ce truc? OK. Ou parfois tu as peur de dire que tu sais pas Ah ouais, il y a peut-être ça aussi et effectivement. Ouais. les autres gens, ils vont penser: «Mais comment est-ce qu'il ça peut-être il a été embauché pour la discrimination positive». Et donc toi, tu es la première à déclencher la conversation, tu es la première à dire: «Je sais pas».
Et une fois que J'ai tu pas dis je sais compris. pas, de toute façon, tu vas dire aux gens expliquez-moi et s'ils sont pas capables de t'expliquer, de toute façon on va bien voir que personne n'a compris. Ok. Mmh. À Criteo, j'ai eu plusieurs managers et ils m'ont tous apporté quelque chose de différent à des moments différents. Mais il y a une de mes managers que tu connais, Marina. Ok, ouais, j'ai Euh, reçu, ouais, Marina Vignès, c'est ça, ouais. Si, exactement. Et je l'avais interviewé, Marina, pour Women at Criteo, qui est une communauté à l'intérieur des Criteo pour pouvoir, tu vois, spotlight les femmes. Ouais. Alors, Euh, juste Criteo, je sais pas si c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais moi, je crois que j'ai reçu plusieurs Criteo ou ex-Criteo, c'est que des femmes à chaque fois. Il y a quand même pas mal de. Enfin, je sais pas si c'est juste en proportion, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même. Non? Je me trompe? est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans Ouais, l'R&D des ouais, Criteo? ouais. On pourrait clairement faire mieux, quoi. Ouais, mais en Non, proportion non. d'autres entreprises, il y a quand même il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. En tout cas, il y a eu peut-être un moment, un début de tiens, on recrute un peu plus de femmes. Non, il n'y a pas eu ce truc-là? Oui. Ouais. Alors, je pense pas qu'il y a eu une démarche consciente des viens, on va recruter plus de femmes. Non, ok. Non, surtout parce qu'il y a Criteo, ils sont très, on te recrute pas parce que tu es une femme. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais il y a plusieurs facteurs. Numéro un, c'est que, comme tu disais, Criteo, c'est une entreprise qui compite avec des grosses entreprises, avec Google, avec Meta, etc., etc. Et du coup, bah, quand tu as toute la masse, bah, tu peux venir et sélectionner certains. Enfin, tout le monde postule. Et du coup, tu peux sélectionner des profils que tu vas interviewer d'abord ou Ouais. tu viens et tu récupères. Quoi, ouais, ouais. Par contre, ça m'a fait super triste que tu me dis que ce sont des femmes qui sont ex-Criteo. Non, restez Je à sais pas si Criteo. c'est ouais, si c'est je crois que c'est plutôt des ex-Criteo. Marina, c'est une ancienne de Criteo. Oui, J'avais fait en effet. Diane Gasselin, je sais pas si tu l'as connue aussi, qui est une ancienne de Criteo. OK, Et je sais pas s'il y avait pas il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié, je sais plus. Enfin bref, OK. mais oui, oui. Bah, après c'est la vie, hein, c'est Et puis, c'est la tech. ouais, c'est la tech. La quantité de temps que tu restes dans une entreprise, elle est courte en tech. Souvent, ouais. C'est différent à être comptable, à être. Et alors, Euh, je t'ai coupé sur l'anecdote, tu me racontais avec Marina qui t'avait qui vient à être une force. Et du coup, j'ai interviewé Marina et elle m'avait dit quelque chose qui m'avait profondément marqué. Elle m'a dit, je sais que je ne suis pas la personne la plus pointue techniquement dans tous les sujets, mais j'ai la confiance de pouvoir poser les bonnes questions pour que les gens puissent trouver les bonnes réponses, quoi, pour qu'on puisse voir tous les angles, quoi. Et, et à cette époque, c'était genre, waouh, ça sent super joli. Aujourd'hui, ça, c'est un des moteurs principaux pour moi. OK. C'est, je veux pouvoir poser les bonnes questions aux gens pour pour qu'on puisse s'assurer ensemble Ouais. qu'on a tout vu. Et du coup, comme je te disais, je pose beaucoup de questions. Je sais dire que je ne sais pas. Je me suis rendu compte que venir et lire un kick-off d'un projet et lire 2 paragraphes et ne rien comprendre, bah, c'était un input super valable. Ouais. Super importante à donner. Ouais. Oui, oui, alors juste ça, je t'arrête aussi là-dessus parce qu'effectivement, le truc je comprends pas, il y a beaucoup de sujets de je comprends pas, c'est moi le problème, en fait. En fait, je comprends pas, il peut y avoir 2 problèmes. Soit toi, tu comprends pas, soit c'est très mal expliqué, tu vois? Et donc, quand tu dis je comprends pas, c'est un input valable en disant bon, je comprends pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui comprennent pas? Si à un moment on est 2, 3, 4 à pas comprendre, faut peut-être qu'on réexplique le truc ou qu'on le formule différemment, quoi. Et puis, un de mes collègues, Jérémy, il me disait: «Allez, enfin, ces documents, il est censé être compréhensible pour toi. Ouais, ouais. Du coup, je ne peux pas être à un niveau 5, senior staff plus, et cetera,
si il y a que moi qui comprends les documents techniques. Ça fait pas sens. Ma maturité technique, elle doit être traduite par les faits que je peux vulgariser pour tout le monde. Je peux concevoir des choses compliquées, mais que tout le monde comprend. Et du coup, maintenant, avec ça, j'ai un autre point de vue. Avec ça, je peux venir et dire, écoute, j'ai rien compris de ton document. Il y a ça que je ne connais pas, donc c'est un malus pour moi. Du coup, si tu veux que ton document il soit compris par plus de personnes qui ne sont pas seulement dans ton cercle, il y a quelque chose à revoir. Mais il y a ces systèmes que je connais, il y a ces services que je connais, et ce que tu essayes de faire, moi, j'ai pas compris. Ou bien, tu es en train d'utiliser ce type de mots qui, j'ai dû googler, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux les rendre plus accessibles pour tout le monde? C'est hyper intéressant. Et c'est d'ailleurs, c'est le même sujet avec le code lisible, en fait, hein. Tu sais, c'est pareil, le code lisible, quand tu comprends pas du code, c'est pas toujours toi le problème, hein. Souvent, d'ailleurs, c'est pas toi le problème, hein. Souvent, du code lisible, il est compréhensible par vraiment beaucoup de monde, hein. La plupart des gens qui savent coder dans le langage, ils peuvent comprendre. Donc, c'est un peu le même sujet. Je pense qu'il faut souvent et d'ailleurs, c'est très difficile de faire l'effort de rendre les choses compréhensibles et lisibles, tu vois. Et même pour soi, c'est-à-dire qu'en fait, tu dis, OK, je teste avec les autres, mais le test, ce qui est marrant, c'est quand toi, tu reprends un bout de code ou un document 3 mois après, quand tu n'as plus le contexte en tête, et ben en fait, même toi, probablement, si tu n'as pas fait l'effort de bien le rendre compréhensible, tu ne le comprends plus à ce moment-là. Oui. Et c'est super malheureux parce que cette conversation, cette partie, moi, je l'ai avec l'expérience. Ouais. Quand j'étais junior. Quand tu étais vraiment junior, non, tu veux dire, ou quand tu étais junior, parce que t'as été junior de tech et puis après tu as été junior dans le boulot. Non, en tech. Je veux dire, quand je suis arrivée à Criteo, j'avais des étoiles dans les yeux pour du code compliqué. Oui. Et ma perception à ces moments-là, c'est que la réussite, c'était de produire du code compliqué. Aujourd'hui que je suis déjà passée par 5 repositories différents qui ont environ 5 à 7 ans d'ancienneté, d'existence, je me rends compte que je comprends pas qu'est-ce que tu fais là, quoi. Je comprends pas qu'est-ce que tu fais là et du coup, comment est-ce que je fais? Il y a un spaghetti, du coup, qui peut faire qu'agrandir parce que les codes que tu comprends pas, du coup, tu essaies de les contourner parce que les gens, ils s'aiment pas dire je ne sais pas, j'ai pas compris, je comprends pas qu'est-ce que je dois faire ici. Et du coup, tu essaies juste de contourner ça pour pouvoir venir introduire les 3 lignes de code qui appartiennent à ton ticket Jira. Et ça fait intensifier cette problématique-là, quoi. Mais ça, c'est intéressant. Du coup, ce que tu dis, c'est que si un des moyens d'avoir du code plus propre et plus maintenable, c'est d'avoir une équipe qui a des conversations saines, en fait, qui a la capacité de vraiment parler. Et ça joue énormément sur la partie, c'est ça que tu dis. En fait. Les égos, quoi. Ouais. Je viens, je fais une review de ton code et je te dis, non, ça, j'ai pas compris. Ou bien, j'ai compris ce que tu veux faire, mais est-ce que tu veux vraiment les faire là? Ou, attends, mais tu viens d'introduire 50 lignes de code à une méthode. Oui. Et maintenant, la méthode, elle fait 5 lignes. Est-ce que tu peux pas, essayer d'utiliser tes ciseaux magiques et de découper et de faire un helper et les mettre ailleurs et que ça soit plus digeste, que j'ai pas. pour que je n'ai pas un bloc des 5 lignes de code pour muter 3 fois une variable, pour interroger. À l'intérieur, tu sais, il y a des trucs très métiers, des trucs très techniques en même temps. Tu comprends rien, tu passes de l'un à l'autre et toi, ton cerveau, il explose, quoi. Ouais, alors qu'il y a des choses que j'ai appris à l'école et que je mets en place aujourd'hui encore autant que possible, et que je trouve qui sont super importants à l'ETNA. On nous permet pas de coder des méthodes plus grandes que 25 lignes. Ouais. Avec les accolades inclus.
23 lignes. Pas plus de 23 lignes de code. C'est tout ce que tu peux faire. Si ça fait plus de 23 lignes, tu dois les couper. Et c'est important. Ouais, c'est clair. Oui, oui. Mais ce qui est important, c'est que de comprendre pourquoi il y a cette limitation, qui n'est pas une limitation. C'est pas le problème en soi, c'est pas la longueur, c'est la lisibilité. Et souvent, quand tu fais Exactement. un truc très long, eh ben en fait, c'est parce que tu as mélangé des trucs. C'est un peu ça. Mais ça peut, tu vois, le truc est arbitraire. Tu peux avoir une méthode de 26 lignes et ça marche. Mais si t'as pas compris le principe, on te met cet truc arbitraire au début pour que tu finisses par appliquer. Exactement. Et du coup, moi, je vais moins être dans mes reviews de code, je vais moins être dans est-ce que cette architecture, elle est profonde, et beaucoup plus sur est-ce qu'on pourrait mieux nommer ta variable. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant parce qu'en fait, cette conversation sur le nommage, elle paraît tellement futile. Des fois, tu te dis, attends, mais pourquoi on parle? Mais en fait, c'est ultra C'est important. une des choses les plus compliquées. C'est ça, bien nommer les choses, c'est difficile et c'est ce qui a le plus de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas relire ce truc, s'il est mal nommé, à chaque fois, tu te prends la tête, alors que quand il est bien nommé, tu gagnes un temps de fou. Mais ça, c'est. Je sais plus si c'est Victor Hugo, je sais plus, il y a une citation qui dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Tu vois, je trouve ça vraiment. Parfait pour du code. Ouais, exactement, exactement. Parfait pour du En tout code. cas, au malheur de ton équipe technique, quoi. Écoute, Alejandra, hyper intéressant, vraiment, enfin, trop bien. Ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur la conversion et sur les forces des reconvertis. Je trouve ça trop cool. Je voulais t'emmener quand même sur le sujet. Donc, toi, tu fais ta reconversion donc 2019-2020 dans ces eaux-là, un marché qui est un peu différent. Aujourd'hui, on est en 2026. Il y a l'IA qui est passée par là. Le marché est plus tendu. Voilà, est-ce que tu penses que ça vaut toujours le coup de se reconvertir aujourd'hui déjà? Est-ce que c'est toujours possible? Et selon toi, est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Et c'est quoi les nouvelles clés peut-être qu'il faut avoir en tête? Est-ce que ça vaut le coup de se reconvertir? Oui, surtout si tu es une femme qui veut de l'indépendance financière. Vas-y, tu n'as pas besoin d'être passionnée par les codes pour faire du code. Ça paye bien, ça a plein de boulot. Vas-y. Deuxièmement, on a besoin d'une tech plus diverse. On a des problèmes sévères de avoir exactement la même photocopie en train de faire les outils qu'on utilise tous. Et je donne toujours, comme je te disais, je fais beaucoup de public speaking et c'est toujours sur des sujets de human engineering, des sujets de diversité, etc. Et je donne toujours les mêmes exemples. Tu sais, c'est l'oxymètre qui est cette pince qui t'aide à mesurer l'oxygénation dans ta sang, dans ton sang. Ça utilise exactement la même technologie que les Apple Watch pour mesurer plus ou moins. Et ça marche pas pour les gens qui ont la peau foncée ou des tatouages. Ouais. Ça marche pas. Et du coup, on le sait depuis un bon moment. Mais la dette technique, elle est tellement longue et ça fait tellement longtemps que on est juste en train de payer les prix de cette situation. Du coup, on voit que pendant Covid, par exemple, il y a une bonne partie de personnes qui ont eu des cas sévères parce que la lecture, elle n'était pas bonne. Quand tu viens pour te laver les mains et que ça marche pas, bah, tu as exactement la même situation, quoi. Et ce type de problèmes sont des problèmes parce que la personne qui l'a testé, elle était exactement la même tout le temps. Elle avait la peau claire, par exemple. Nos outils de santé, nos applications de santé, ça fait, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, qu'il enregistre les cycles menstruels des femmes. What? Mais c'est fondamental et c'est la moitié de la planète. Comment tu me dis ça fait qu'1 an qu'on a pensé que ça pourrait être une bonne chose à mesurer, tu vois? Et du coup, tant qu'on n'a pas de la diversité, mais de la bonne diversité, des gens qui se disent, je suis là, ce n'est pas de la discrimination positive, j'ai quelque chose à apporter parce que ma vision, elle est différente. Et cette vision, on a besoin dans notre produit. Bah, on va continuer à essayer de mettre des if-else hard-codés
ne les compare pas à un singe dans la reconnaissance faciale, quoi. On connaît ce type de choses. Et du coup, oui, ça vaut le coup de faire la reconversion. S'il y a quelque chose que l'informatique a besoin, c'est d'une reconversion professionnelle des minorités. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais pas parce que on a moins de boulot pour les devs, pas parce que les choses technologiques sont en manque et du coup il y a plus de marché. Non, le marché il est aussi tendu. Des startups sont en train d'apparaître tous les 3 jours. Tout le monde essaie de faire le rêve américain et créer l'algorithme ultime qui va être vendu après pour 20 millions, etc., etc. Ça existe encore. Donc les développeurs, on a besoin d'eux. Par contre, il faut que la tech commence à voir les problèmes depuis une autre perspective. Surtout avec l'IA. Ouais. Moi, j'utilise l'IA aujourd'hui énormément. Ça fait 2 mois, peut-être. Et j'ai une conversation. Je connais le business. Je connais la feature que je dois développer. Elle est ici. Mais je ne sais pas quel est le point distinct by, entre parenthèses, avec un point virgule. Je m'en fous de ça. Et la tech s'en fout de ça. Ce que je veux, c'est pouvoir venir et l'expliquer à l'IA, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, pouvoir être assez critique pour pouvoir les tester depuis tous les points de vue nécessaires pour pouvoir les livrer. Et après, les dire à mes collègues, j'ai fait ça avec des l'IA, donc soyez bien critiques, hein. Mais tu vois, toi aussi, tu as de l'expérience maintenant, donc tu es capable de faire ça aujourd'hui. Est-ce que tu vois, il y a 2 points, je pense, dans la question que je veux te poser, mais il y a ce côté, bon, utiliser l'IA pour écrire du code quand tu es junior, est-ce que déjà, c'est pas plus compliqué, je pense? Et ensuite, on a quand même, tu sais, tu dis, il y a autant de travail et cetera. Il y a quand même cette tension où aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui se disent, enfin, tu vois, c'est ce qui se dit, tu vois? Bah, les juniors, en fait, c'est un senior peut faire le travail d'un junior avec de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, sa productivité est censée être décuplée par l'IA et donc en gros, au lieu de dire, «Tiens, je vais prendre un junior et lui filer des tâches un peu plus faciles pour qu'il se forme», en fait, toutes ces tâches faciles, je vais les traiter par l'IA. Ce qui est moi, je trouve, vu ce qu'on s'est dit, le raisonnement est un peu fallacieux parce qu'on a dit, en fait, un junior, tu l'as jamais embauché pour qu'il te traite des petites tâches. En fait, le junior, tu l'as embauché pour le former, pour investir. Tu vois, les gens qui les ont pris pour traiter des petites tâches, en fait, ça n'a pas trop de sens parce que généralement, ça va plus vite, toi, de faire la petite tâche que de la déléguer à un junior en réalité. Donc, tu vois, je trouve que ce raisonnement est fallacieux, mais c'est quand même le discours un petit peu dominant que tu as aujourd'hui, c'est en fait, les métiers de junior sont en train de disparaître, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je voulais un peu ton avis là-dessus sur toi, dans ce contexte-là. Est-ce que tu as des idées ou des clés pour réussir et se reconvertir dans ce milieu-là, dans ce nouveau monde entre guillemets dans lequel on est en 2026. Je t'avoue que ta question, elle est super compliquée et je ne suis pas sûre j'ai même un peu peur de pouvoir te donner ma lecture parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, il n'avait pas l'IA, quoi. J'ai commencé à coder avec Emacs parce que je suis une personne Emacs. Maintenant, j'utilise Vim parce que bon, la pression sociale. Mais mais j'ai commencé avec Emacs et je voyais du coup des gens seniors, enfin qui n'étaient pas juniors, qui n'étaient pas en train d'apprendre, qui utilisaient IntelliJ, tu vois. J'étais à mode, je vais absolument utiliser IntelliJ. Et c'est genre, non, utilise Emacs. Parce qu'IntelliJ a trop de boutons. Ouais. A trop de choses que tu dois... Non, concentre-toi sur ton if-else. Du coup, soit on décide en tant que société que seulement si on se met ensemble à former des nouveaux développeurs, à former les juniors, du coup on va avoir une génération de relèves, soit on se vend les rêves que de toute façon un senior il peut faire ça avec des l'IA et puis les seniors éventuellement va mourir, va prendre la retraite, va
just name it. Et puis après, qu'est-ce que tu vas faire? Qui va faire ces bouts de code? Parce qu'un junior que tu n'as pas formé, il va pas devenir senior. C'est clair. On peut pas l'avoir des deux façons. Du coup, il y a tout qui coûte. Tu dois les laisser coder un Emacs, c'est s'entraîner. Et puis, une fois qu'ils sont entraînés, les regarder et déboguer avec, faire du pair programming, pour ensuite pouvoir commencer à dire, OK, je vais te donner une petite tâche, tu vas utiliser l'IA et je veux regarder qu'est-ce que tu es en train de faire. Et puis, les laisser grandir. Parce que ça peut pas être magique. Non, ça l'est pas. Mais en fait, je pense que, tu vois, en repensant à ce qu'on s'est dit dans cet épisode, finalement, tous les conseils que tu as donnés, je pense qu'ils s'appliquent toujours en 2026, IA ou pas IA. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois quand même beaucoup travailler. Tu dois te démarquer, pas juste envoyer des CV, aller dans des meet-ups, chercher. Et toi, tu m'as dit, j'ai trouvé ça marrant, tu m'as dit, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé, Nicolas t'avait dit, c'est ça, je suis tombé dessus, mais tu vois, tu as eu beaucoup de chance, certes, c'est toujours de la chance ce moment-là, mais trouver cette personne-là, tu l'as provoqué. C'est-à-dire que si tu avais envoyé des CV, tu l'aurais pas trouvé cette personne-là. Tu l'as trouvé parce que tu as fait des sauts de puce, de meet-up, voilà, en parlant à des gens, etc. Et un jour, tu es tombé sur de bonnes personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on s'est dit sur les juniors, les gens qui voient les juniors, qui ont une responsabilité d'entreprise, entre guillemets, qui voient les juniors comme un investissement, etc., faut aller trouver ces personnes qui ont ces convictions-là dans ces entreprises-là, et ça se trouve pas en envoyant juste des CV, malheureusement, ça se trouve en essayant de networker à droite, à gauche, en se déplaçant. Voilà, malheureusement, il faut faire beaucoup d'efforts. Moi, j'ai organisé jusqu'à l'année dernière un meet-up qui s'appelle Women Do Tech 2. Ok. C'est mon bébé. Et ou... j'ai décidé d'arrêter de l'organiser. Ah, tu as délégué, c'est quelqu'un d'autre qui le... Oui, exactement. Ça existe encore. Mais quelqu'un d'autre va venir mettre sa vision dedans. Important. Je l'ai fait parce que je voulais donner un endroit où les femmes ont les spotlights, et seulement les femmes. Seulement. Et après, j'ai milite profondément pour que des hommes viennent regarder ces meet-up, parce que c'est un meet-up tech. C'est pas parce qu'il y a woman dans les titres que ce n'est pas pour toi. Et puis ensuite, je milite pour que la talent acquisition vienne à rencontrer ces personnes-là. Et puis, on fait l'effort. Du coup, fais du networking. On peut pas avoir un objectif des 30% des femmes dans la tech parce qu'on sait que ça va amener quelque chose, etc., etc. Et puis attendre que ça s'efface juste par magie, quoi. Tout doit coûter quelque chose. Oui, c'est ça. On n'a rien sans rien. Exactement. Donc, voilà, quoi. Très bien. Écoute, Alejandra, je te propose de clôturer cet épisode-là qui était très riche. C'était très cool de parler avec toi. Merci. Ton parcours, il y avait plein de choses hyper intéressantes. Donc, en fait, ça fait longtemps que je pense j'aurais dû faire un épisode sur ce sujet-là, tu vois. Donc, c'est trop bien. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin, justement, pour clôturer? Les syndromes de l'imposteur, c'est une bataille c'est plusieurs batailles, une guerre constante, qui parfois tu gagnes et parfois tu perds. Elle est toujours là. Il y a toujours des moments de doute. Et parfois, ce n'est pas vraiment un syndrome de l'imposteur, mais tu découvres que ça s'ouvre plus à des healthy self-doubt. Ok, oui, je comprends. Mais tout le monde a des doutes. Oui. Tout le monde a des doutes sur je connais assez peu de personnes qui se disent je suis trop forte. Tout le temps. Tout le temps, avec tout. Ouais. Et quand je les entends, je suis à mode je veux être comme toi. Du coup, pour les gens qui sont en train de faire la reconversion,
il va avoir des moments ça vient avec plein d'émotions en plus. Il y a des moments où tu vas douter et c'est normal. Mais tu es exactement ce dont la tech a besoin en ce moment. C'est exactement ça. Du coup, donne-toi le temps et l'espace pour douter, pour descendre cette pression, cette frustration, va faire quelque chose qui te fait du bien et reviens. Mais reviens. Lâche pas l'affaire. Ouais. C'est super important. Ok. Et puis, il faut arrêter de dire que... Du coup, j'ai dit 2 choses, pardon. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas dit une seule chose, j'ai dit le mot de la fin, mais tu peux faire. Ce type de conversation, ce n'est pas une passion. Moi, je suis pas passionnée par la diversité. Je ne suis pas passionnée par DEI. C'est une question de responsabilité sociale. Et on doit tous mettre notre taille. Je ne fais pas ça parce que ça me passionne, je fais ça parce que je veux un meilleur environnement de travail. Je veux que la prochaine fois que quelqu'un va dire quelque chose comme discrimination positive, il se rattrape avant et il se dise, je pense que l'idée que j'ai, je peux la formuler mieux. Ouais. Et comme ça, on a tous des environnements où on est accueillant à la diversité. Un peu plus se mettre à la place de l'autre, quoi. Ah, de l'empathie. Qu'est-ce que c'est bon. C'est clair. Je vais pas rentrer dans des trucs politiques, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'empathie, c'est un truc qui serait pas mal pour pas mal de dirigeants, je pense, de puissants de ce moment. Oui. Ouais. Enfin bon, je sais pas. Il faut leur faire une piqûre de quelque chose d'empathie. Donc, je sais pas comment ça marche, mais. J'aimerais bien avoir cette formule secrète. Ouais. Je suis vénézuélienne. Je sais bien de quoi tu parles. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, c'était vraiment très cool de t'avoir. C'était très cool de balayer tous ces sujets. Je suis sûr que ça sera utile à plein de gens qui ont des doutes sains. C'est sain d'avoir des doutes. Donc, j'ai dit le mot de la fin, mais je suis en train de te piquer ton mot de la fin, donc je vais arrêter. Une autre école qui forme d'excellents juniors, ou permet à des profils atypiques de se reconvertir, c'est la fameuse école 42. Une école réputée pour ne pas avoir de profs, mais moins connue pour ses méthodes parfois discutables. J'avais reçu Alexia qui, le jour d'un examen, s'était retrouvée dans une salle où la moitié des ordis ne démarraient pas. Le sien y compris. Ce qu'il s'était passé ensuite, je ne m'en remets toujours pas. Je la laisse vous raconter ça dans cet épisode. Et je vais te remercier, Alejandra, pour le temps que tu as passé avec moi et te dire à bientôt. Marc, Merci. à plus. Ciao. Ciao.